Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Metro News. En titre de ce mardi, l'arrêté nommant les membres du Conseil présidentiel n'a pas encore été officiellement publié. Près de 5 jours après la publication du décret portant création de cette structure, le suspense se poursuit. Une vive tension a régné ce mardi au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Des rafales d'armes automatiques ont retenti en divers endroits de la capitale. Les gangs continuent de terroriser la population. Et puis l'économie haïtienne est la moins performante de la région Amérique latine et Caraïbes, selon des chiffres communiqués par le Fonds monétaire international qui prévoit une contraction de 3,0% durant l'année 2024. Doris, bonsoir, bienvenue au développement des titres de l'actualité. Environ 5 jours après la publication du décret créant le Conseil présidentiel, chargé de la direction du pays jusqu'au 7 février 2026 au plus tard, l'installation des membres de ce Conseil n'a toujours pas eu lieu. L'arrêtant désignant les représentants des différentes parties prenantes au sein de cette nouvelle entité n'a pas encore été officiellement publié. Le gouvernement n'a pas fait de nouvelles déclarations à ce sujet, malgré avoir précédemment démenti les informations sur la publication de l'arrêté. Pendant ce temps, les actes de violence perpétrés par des bandits continuent de terroriser la population. Ils sèment le chaos en pillant et en incendiant des maisons et des véhicules, principalement dans les zones situées au bas de Delma. Ce mardi encore, des gangs ont ouvert le feu au carrefour de l'aéroport, forçant les rares petits commerçants présents à interrompre leur activité. Il est également à noter que, en plus de leurs activités criminelles sur terre, les bandits se livrent désormais à des actes de piraterie. Toujours dans ce chapitre, des citoyens interrogés par Métropole expriment leur lassitude face à la situation actuelle. Selon les résidents de la capitale, il est grand temps que les responsables politiques prennent des mesures concrètes, car ce sont eux qui subissent directement les conséquences de la crise causée par les activités des bandits. En l'absence de communication de la part du gouvernement et des membres du Conseil présidentiel, le flou persiste et l'incertitude règne dans le pays. Ce soir, nous accueillons le professeur Rony Desroches qui partagera son analyse de la situation avec nous. Professeur Rony Desroches, bonsoir, bienvenue à Metro News. Bonsoir Rose Berlin, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole. Professeur Rony Desroches, vous êtes de l'initiative de la société civile et vous êtes avec nous pour commenter l'actualité. La première chose, quelle est votre lecture par rapport à la situation actuelle, notamment après la publication du décret portant création du Conseil présidentiel? Bon, je crois qu'il y a eu une très grande déception. Le fait que le décret qui est apparu n'a pas porté les noms des différents membres du Conseil présidentiel et qu'on a exigé que ces conseillers présentent un certain nombre de pièces. Tout le monde s'attendait plutôt à ce que le décret consacre la création de ce conseil et présente immédiatement les noms. Je pense que cette exigence est en quelque sorte exagérée aujourd'hui parce que ce sont les exigences qui sont faites par la Constitution, c'est vrai, mais ce sont les exigences faites à un candidat à la présidence. Or, nous ne sommes pas dans ce cas de figure, il n'y a pas d'élection présidentielle. Et d'ailleurs, il ne s'agit pas d'une personne qui va assumer toute cette responsabilité. Il s'agit de tout un conseil et chacun des individus va assumer une partie de cette responsabilité. Donc, je crois que c'est un cas extra-constitutionnel. Il n'y a pas lieu d'appliquer à la lettre la Constitution, d'autant plus que certaines de ces pièces ne sont pas faciles à trouver. Imaginons par exemple quelqu'un qui était ordonnateur des deniers publics et à qui on exige d'avoir la décharge, mais une décharge
d'abord s'obtient par le Parlement, et en plus de cela, ce n'est pas quelque chose qu'on peut obtenir du jour au lendemain. Il faut quand même qu'on examine les comptes que cette personne avait gérés et que l'on fasse un travail minutieux pour savoir si ces deniers publics ont été bien gérés. Alors, Il y monsieur... a encore d'autres pièces qui sont difficiles à trouver, comme par exemple le certificat de bonne vie et mœurs ou bien certificat attestant qu'on n'a pas de casier judiciaire. Ce sont des pièces qui prennent du temps. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une situation, je crois, d'urgence, car il y a énormément de problèmes de sécurité dans le pays. Le peuple souffre, n'est-ce pas, de différentes façons. Nous sommes dans une situation humanitaire très grave, très sérieuse. Je crois qu'il faut aujourd'hui aller vite en besogne pour trouver les solutions aux problèmes du pays. Monsieur Desroches, est-ce que vous avez l'impression que ces demandes sont faites par le gouvernement juste pour retarder le processus et rester le plus longtemps possible au pouvoir? Bon, je crois que ça paraît comme évident parce que il y a un comité de facilitation qui avait été mis en place, formé, si je ne me trompe, de 3 membres. Je pense que ce comité aurait pu se réunir avec les membres du Conseil présidentiel et envisager ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, ce qui est difficile, ce qui n'est pas difficile, afin de ne pas retarder le processus. Donc, on a l'impression que vraiment, ils font durer le plaisir et c'est aussi une façon pour eux, n'est-ce pas, de rester au pouvoir le plus longtemps possible. Je crois que ces exigences, qui sont tout à fait valables pour un candidat à la présidence, ne s'appliquent pas tout à fait aujourd'hui dans la circonstance qui nous concerne. Alors, dans ce cas-ci, vu toutes ces situations, est-ce qu'il y a une meilleure formule consensuelle, on va dire, pour faire avancer le processus afin d'établir le plus tôt possible un gouvernement fonctionnel? Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, un comité de facilitation pour servir d'interface avec les membres du Conseil présidentiel avait été établi, un conseil de 3 membres. Je pense que ce conseil pourrait se réunir avec les membres du Conseil et là, un compromis pourrait être trouvé. Par exemple, toutes les pièces qui, n'est-ce pas, vont présenter des difficultés pour leur obtention pourraient être éliminées. Et puis, simplement, on peut trouver un compromis. Il dépose les pièces les plus faciles, ne serait-ce que pour satisfaire cette demande. Pour moi, ce serait en quelque sorte un compromis pour que personne ne perde la face, mais que le processus aille de l'avant et que l'on puisse débloquer cette situation qui vraiment est intenable aujourd'hui dans le pays. Alors, selon plus d'un, le gouvernement fait tout pour rester le plus longtemps au pouvoir. Comment est-ce que vous concevriez une autoproclamation du Conseil présidentiel pour finir? Bon, je ne pense pas que ce soit non plus à recommander, parce qu'il faut se rappeler que le Conseil n'a pas encore les leviers du pouvoir en main. C'est le gouvernement en place qui a les leviers du pouvoir en main. Il faut aussi penser que l'installation de ce Conseil va supposer un fort dispositif de sécurité, car actuellement, le champ de Mars devient un champ de bataille où presque chaque jour, il y a des assauts qui sont lancés par les gangs. Donc, si on veut que cette installation se fasse dans les meilleures conditions possibles et que les personnes invitées puissent être présentes, que les conseillers eux-mêmes puissent partir de chez eux et rentrer chez eux sans embâge, sans problème, eh bien, il faut que déjà il y ait une certaine coordination avec la police, avec l'armée d'Haïti, pour que les forces de sécurité
garantissent la sécurité des membres et de leurs invités. Donc là, il faut qu'il y ait une entente entre les deux parties. D'ailleurs, je pense que le gouvernement en place, malheureusement, a traîné les pas pendant la période des négociations. S'il s'était montré beaucoup plus flexible pour accueillir l'opposition, eh bien aujourd'hui, ils auraient, je pense, une situation bien meilleure. Mais je crois qu'ils ont trop tardé. Ils n'ont pas été flexibles et peut-être qu'ils se faisaient trop d'illusions sur leur capacité à rester indéfiniment au pouvoir. Donc aujourd'hui, je crois qu'ils doivent tirer les leçons de cela et se montrer flexibles, se montrer coopératifs, parce que, encore une fois, le pays, les écoles sont fermées et il faut réhabiliter les hôpitaux qui ont été vandalisés, ainsi que toutes les institutions scolaires et autres sanitaires qui ont été vandalisées. Merci infiniment, professeur Rony Desroches. Voilà, c'est avec nous Rony Desroches de l'initiative de la société civile. Il était notre invité pour commenter l'actualité de ce mardi. Merci de votre fidélité à Métro News. Le Fonds national de l'éducation apporte des clarifications concernant des listes de subventions qui circulent sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Rappelant les attributions du FNE, son directeur général, Jean-Ronald Joseph, informe avoir sollicité un audit de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Il soutient par ailleurs que des informations jugées confidentielles ont été falsifiées et rendues publiques par un cadre mécontent de l'institution. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Le Fonds national d'éducation, par le biais de son directeur général, s'inscrit en faux contre toutes les accusations visant à ternir l'image de l'institution. 7 ans depuis sa création, le FNE a toujours rempli sa mission avec efficacité dans le domaine de l'éducation, persiste et signe le directeur général Jean-Ronald Joseph. Et c'est pour cela que nous avons déjà constitué un ensemble d'avocats qui prend question pour traiter par devant la justice haïtienne, parce que la justice sévit la question de diffamation, allégation mensongère. Les questions de reddition de comptes, il y a les instances de contrôle, que nous contexte en société démocratique, qui c'est le Capanon, c'est la Cour des comptes, c'est ULCC qui traite les questions, qui ne sont pas traitées par une tierce personne. Une perte de données a été enregistrée à l'institution au début de l'année par un ancien employé et malgré les efforts consentis pour les reconstituer, cette fuite d'informations sensibles n'a joué en aucune faveur du FNE. En effet, certains les utilisent à des fins politiques, poursuit le DG. Et côté données, ça vient falsifier et on prend la rue. Nous sommes capables de dire que l'institution qui respecte les normes de l'administration publique, il prend recours à instances qui concernent l'État et une enquête administrative et juridique qu'a faite sur question ça. Malheureusement, l'informaticien qui mélange ensemble de mots, pral fait un ensemble de tollés, politiser une question qui sont questions d'ordre administratif et juridique. Ils mettent dans hors contexte et ils utilisé à des fins politiciennes. Il est temps que les affaires de l'État cessent de traîner partout. Des instances sont là et sont mieux placées pour faire jaillir la lumière, affirme le directeur général qui dit croire fermement dans les organismes chargés de mener des enquêtes et de faire des audits. Et il y a une institution de contrôle qui peut auditer nous, la Cour des comptes. Et c'est pour cela qu'on a adressé une correspondance bien avant, formellement, à la Cour des comptes pour venir auditer la gestion pendant 2 dernières années. Et qui ça qui peut le traduire comme meilleure institution de l'année? CNMP, qui c'est Commission nationale des marchés publics, a adressé un prix, une plaque d'honneur à FNE comme institution qui primait, qui a un meilleur résultat dans le travail de passation de marché. Contre cette campagne de dénigrement qui s'est installée sur la place publique, le FNE, de son côté, n'entend pas baisser les bras. C'est à cet effet que le DG explique les procédures administratives mises en place avant que les projets puissent se matérialiser. Un ensemble d'ingénieurs résidents qui passaient concours, c'est sur base de concours nous recrutons,
Et ingénieur résident, ça, qui ça va aller? Il va servir yeux Fonds national de l'éducation dans la construction. Ingénieur, ça, nous là, aussi un journal de chantier. Chaque jour, mais qui ça filme en fait. Par semaine, ils font un rapport. Et non mois, ils font un rapport final. Et puis, on dit, les films ont besoin pour payer. Tout autant ingénieur, ça, pas valider le rapport, ça, font pas payer. C'est-à-dire, ingénieur résident, ça, 15 ingénieurs sous le terrain qui, chaque son chantier, au jour le jour, bail de rapport et ils fait de signature de décompte. Les films ont gagné, nous bail un ordre de démarrage qui a une avance de 30% que la loi sur les marchés publics haïtiens autorise. Dans ce type de construction, ça, des questions faites progressivement. Et à chaque fois, film là bail décompte, les contre-signés avec ingénieur résident, nous décaisser pour lui jusqu'à ce que nous arrivions à terme de contrat, nous faisons réception provisoire œuvre là, qui bâtiment, nous sommes capables de faire inauguration et après un an pour nous faire réception définitive pour nous libérer caution qui n'a mis en entreprise. Des dispositions sont également prises afin de maintenir la communication entre l'institution et la population. Suite aux incidents qui ont été recensés récemment, une bonne communication est le meilleur choix qui s'impose. Et nous partons, je dirais, pour nous lancer une campagne de sensibilisation sur différentes réalisations fonds faits par rapport à différentes constructions. Parce que fonds, il y a plusieurs axes d'intervention. Nous avons les infrastructures, qu'il y a à la fois construction et réhabilitation d'écoles. Nous gagnons, nous intervenons dans les mobiliers scolaires, c'est-à-dire nous faisons des bancs. Nous intervenons dans l'appui aux cantines scolaires. Nous avons subventions scolaires, nous avons appui aux études bourses locales et internationales. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. À présent, on parle économie. Le Fonds monétaire international prévoit une contraction de 3,0% de l'économie haïtienne en 2024, marquant une 6e année consécutive de décroissance. Cette tendance s'inscrit dans un contexte où la croissance mondiale devrait atteindre 3,2%, portée notamment par des économies comme l'Inde, la Chine et les États-Unis, souligne l'économiste Enomi Germain de ProEco Haïti. Le pays devrait ainsi être l'économie la moins performante de la région Amérique latine et Caraïbes, alors que l'indice des prix à la consommation a augmenté de 3,1% en février 2024 par rapport à janvier, avec une inflation annuelle de 23% par rapport à février 2023. Et puis on termine la page nationale de Métro News en météo, où de fortes averses et des pluies éparses vont encore s'abattre sur le pays dans les heures qui viennent et dans les prochains jours, en raison de la persistance d'un talouek dans les différents niveaux de l'atmosphère dans le nord d'Haïti. Pour cette raison, l'unité hydrométéorologique d'Haïti demande à toutes les personnes vivant dans des zones sujettes aux inondations, aux éboulements et aux glissements de terrain de rester vigilantes et de prendre toutes les précautions de sécurité habituelles lors des fortes pluies, des orages et des rafales de vent. Mercredi et jeudi, le creux risque encore de générer des pluies modérées, parfois fortes sur le pays, principalement sur la Grande Anse, les Nippes, le sud, le nord, le nord-est, le centre, le nord-ouest, l'ouest et l'Artibonite en après-midi et en soirée et au cours de la nuit. C'est ainsi que se referme cette édition de Métro News. Merci infiniment à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Restez sur Télémétropole. Bonsoir.